Bien le bonjour Internet et bienvenue dans cette vidéo. La psychanalyse, née au tournant du XXe siècle sous l'impulsion de Sigmund Freud, a profondément marqué notre compréhension de l'esprit humain. Fondée sur l'exploration de l'inconscient et l'analyse des conflits psychiques, elle a longtemps été une référence majeure dans le domaine de la santé mentale. Mais, au XXIe siècle, dans un monde en perpétuelle accélération, la psychanalyse est remise en question. Face à des problématiques émergentes comme l'anxiété généralisée, le burn-out, les addictions numériques ou encore la quête d'une efficacité thérapeutique rapide, cette discipline peut-elle encore apporter des réponses adaptées? Cette vidéo va explorer la pertinence de la psychanalyse aujourd'hui, ses apports, ses critiques et les alternatives qui pourraient la compléter ou la remplacer. La psychanalyse est-elle un modèle dépassé ou conserve-t-elle une place essentielle dans notre compréhension du psychisme humain? C'est ce que nous allons voir ensemble. Pourquoi cette question se pose aujourd'hui? La question de la pertinence de la psychanalyse au XXIe siècle se pose pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les avancées en neurosciences et en psychologie cognitive ont profondément transformé notre compréhension du fonctionnement du cerveau et des troubles psychiques. De nouvelles approches thérapeutiques comme la thérapie comportementale et cognitive, TCC, ou la médiation de pleine conscience, offrent des résultats plus rapides et scientifiquement mesurables, ce qui remet en cause l'efficacité des méthodes psychanalytiques traditionnelles. Ensuite, notre société a évolué. Le rythme de vie s'est accéléré, l'accès à l'information et aux soins psychologiques s'est diversifié et les attentes des patients ont changé. Beaucoup recherchent des solutions concrètes et rapides pour gérer leur mal-être, ce qui contraste avec la psychanalyse, souvent longue et introspective. Enfin, les problématiques de santé mentale ont elles aussi évolué. Aujourd'hui, les troubles comme le burn-out, l'anxiété de performance, les addictions numériques ou encore les traumatismes collectifs liés aux crises sociales et environnementales nécessitent des prises en charge adaptées. La psychanalyse est-elle encore en mesure de répondre efficacement à ces nouveaux défis ou doit-elle laisser place à d'autres approches? C'est dans ce contexte que cette question mérite d'être posée. La psychanalyse a-t-elle encore une place aujourd'hui ou appartient-elle au passé? La psychanalyse, définition et principes fondamentaux. La psychanalyse est une discipline fondée à la fin du XIXe siècle par Sigmund Freud, médecin neurologue autrichien. Son objectif principal est d'explorer l'inconscient afin de mieux comprendre les conflits psychiques qui influencent le comportement et la vie mentale des individus. Freud développe la psychanalyse à partir de ses observations cliniques sur l'hystérie et les troubles psychiques. Il pose les bases d'une théorie selon laquelle nos comportements sont largement influencés par des désirs inconscients, souvent refoulés en raison des normes sociales et éducatives. Il établit plusieurs concepts fondamentaux. Nous avons l'inconscient, une partie de l'esprit où sont enfouis les désirs, souvenirs et traumatismes refoulés. Le refoulement, un mécanisme de défense qui empêche certains souvenirs ou émotions de remonter à la conscience. Les pulsions, forces psychiques fondamentales, notamment la pulsion de vie, Eros, et la pulsion de mort, Thanatos, qui influencent notre comportement. Nous avons également les stades du développement psychosexuel. Freud décrit plusieurs étapes du développement de l'enfant, oral, anal, phallique, latent et génital, qui influencent la construction de la personnalité. Et enfin le complexe d'Oedipe, concept clé expliquant le désir inconscient de l'enfant pour le parent du sexe opposé et la rivalité avec le parent du même sexe. Freud propose également une structure de l'appareil psychique divisée en 3 instances. Le ça, réservoir des pulsions et désirs inconscients, le moi, médiateur entre le ça et la réalité, et le surmoi, intériorisation des normes et interdits sociaux. Après Freud, plusieurs psychanalystes développent et enrichissent la discipline. L'un des plus influents est Jacques Lacan, qui a introduit une lecture plus linguistique et philosophique de la psychanalyse. Il insiste sur l'importance du langage dans la structuration de l'inconscient et refoule certains concepts freudiens. Lacan met en avant les 3 registres de la psyché, le réel, ce qui échappe au langage et à la symbolisation, le symbolique, le langage et les structures sociales qui organisent la psyché, et l'imaginaire, les représentations mentales et illusions qui construisent notre identité. Le rôle du langage dans l'inconscient. L'inconscient est structuré comme un langage. Il va aussi proposer la théorie du stade du miroir, moment où l'enfant prend conscience de son propre reflet, jouant un rôle clé dans la construction du moi. D'autres penseurs ont également influencé la psychanalyse. En voici 3. Carl Jung,
qui introduit la notion d'inconscient collectif et des archétypes, Mélanie Klein, qui travaille sur la psychanalyse des enfants et l'importance des relations précoces, et enfin Donald Winnicott, qui explore le rôle de l'attachement et de l'objet transitionnel, exemple le doudou chez l'enfant. Fonctionnement et objectif de la psychanalyse. La psychanalyse se repose sur l'exploration de l'inconscient, en s'appuyant sur l'association libre, l'interprétation des rêves et l'analyse des mécanismes de défense du patient. Son fonctionnement repose sur plusieurs principes. Nous avons d'abord le cadre analytique. La psychanalyse se déroule généralement dans un cadre strict avec des séances régulières, souvent plusieurs fois par semaine. Le patient, appelé analysant, est souvent allongé sur un divan tandis que le psychanalyste reste hors de son champ de vision. L'objectif ici est de favoriser un discours libre et sans censure, permettant au patient d'accéder à son inconscient. Nous avons donc l'association libre. Le patient est invité à parler sans filtre de ses pensées, souvenirs, rêves et émotions. Cette méthode permet de faire émerger des éléments inconscients et de mettre en lumière des conflits refoulés. Concernant l'analyse des rêves, Freud considérait les rêves comme la voie royale vers l'inconscient. Le psychanalyste aide le patient à interpréter ses rêves, en décryptant les symboles et les désirs refoulés qu'ils contiennent. Nous avons également le transfert et le contre-transfert. Le transfert. Le patient projette sur l'analyste des sentiments inconscients liés à des figures parentales ou passées. Et le contre-transfert. L'analyste peut, en retour, ressentir des émotions liées à l'histoire du patient. Le transfert est un moment de vulnérabilité du patient, ce qui peut entraîner des dérives pour des personnes mal intentionnées. L'interprétation psychanalytique. Le psychanalyste guide le patient dans la prise de conscience de ses conflits inconscients. En théorie, il ne donne pas de conseils directs mais amène l'analysant à élaborer ses propres solutions. Les objectifs de la psychanalyse. La psychanalyse vise plusieurs objectifs, à la fois thérapeutiques et introspectifs. Accéder à l'inconscient. L'objectif principal est de rendre conscients les conflits inconscients, souvent liés à des traumatismes de l'enfance. En comprenant ces conflits, le patient peut mieux gérer ses émotions et ses comportements. Dépasser les symptômes psychiques. La psychanalyse ne cherche pas seulement à supprimer un symptôme, comme l'anxiété ou la dépression, mais à en comprendre l'origine profonde. Le travail analytique permet une transformation durable plutôt qu'un soulagement temporaire. Favoriser une meilleure connaissance de soi. En explorant ses désirs, ses peurs et ses mécanismes de défense, le patient développe une meilleure compréhension de lui-même. Cela peut conduire à une évolution personnelle et à une plus grande liberté intérieure. Libérer les blocages émotionnels. Les traumatismes non résolus ou les conflits refoulés peuvent générer des blocages affectifs et comportementaux. La psychanalyse aide à les exprimer et à les surmonter. Améliorer les relations interpersonnelles. En comprenant comment ces expériences passées influencent les relations actuelles, le patient peut modifier ses schémas relationnels toxiques. Cela permet d'avoir des relations plus saines et équilibrées. Trouver du sens à son existence. La psychanalyse ne se limite pas à traiter des troubles psychiques, elle peut aussi être une quête de sens. Elle aide certaines personnes à mieux comprendre leurs motivations profondes et à trouver une direction plus épanouissante dans leur vie. En résumé, la psychanalyse est un processus long et exigeant, mais qui vise à apporter un changement en profondeur en permettant au patient d'explorer son inconscient et de mieux comprendre les racines de son mal-être. Toutefois, tous les points que je vous ai présentés ne sont pas scientifiquement mesurables et valables. Voici maintenant les différences avec d'autres approches thérapeutiques, TCC, neurosciences, psychiatrie. La psychanalyse se distingue des autres approches thérapeutiques par sa conception du psychisme et sa méthode d'exploration de l'inconscient. Face aux défis contemporains, elle est souvent comparée aux autres thérapies comme la TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, aux neurosciences et à la psychiatrie, qui offrent des perspectives et des traitements différents. Différence entre la psychanalyse et les TCC. Les TCC adoptent une approche plus pragmatique et orientée vers les résolutions rapides des symptômes. Contrairement à la psychanalyse, qui cherche à explorer les causes profondes du mal-être en analysant l'inconscient, les TCC se concentrent sur la modification des pensées et des comportements inadaptés. Elles utilisent des exercices pratiques et des techniques de restructuration cognitive pour aider le patient à adopter des schémas de pensée plus adaptés à son quotidien. Alors que la psychanalyse est un processus long pouvant durer plusieurs années, les TCC sont généralement des thérapies brèves s'étendant sur quelques mois. De plus, les TCC bénéficient d'un solide appui scientifique démontrant leur efficacité, notamment dans le traitement des troubles anxieux, des phobies
et des troubles obsessionnels compulsifs, alors que la psychanalyse reste plus difficile à valider empiriquement. Les différences entre la psychanalyse et les neurosciences. Les neurosciences étudient le cerveau sous un angle biologique et cherchent à comprendre les mécanismes cérébraux sous-jacents aux émotions, au comportement et aux troubles psychiques. Contrairement à la psychanalyse, qui repose sur l'interprétation subjective des discours et des rêves, les neurosciences s'appuient sur des outils scientifiques tels que l'imagerie cérébrale et les tests neuropsychologiques pour analyser les connexions neuronales et l'impact des neurotransmetteurs sur le comportement humain. Là où la psychanalyse explique les troubles par des conflits inconscients et des traumatismes refoulés, les neurosciences mettent en avant des causes biologiques et génétiques pouvant être traitées par des interventions médicales ou des exercices cognitifs spécifiques. Les différences entre la psychanalyse et la psychiatrie. La psychiatrie, quant à elle, est une discipline médicale qui considère les troubles psychiques comme des maladies pouvant nécessiter des traitements médicamenteux. Contrairement aux psychanalystes, qui sont souvent psychologues ou psychiatres formés à la psychanalyse, ou même n'ayant aucun diplôme, mais ils ont été psychanalysés, les psychiatres sont avant tout des médecins spécialisés en santé mentale. Là où la psychanalyse privilégie l'exploration de l'histoire du patient et de ses mécanismes inconscients pour favoriser un changement en profondeur, la psychiatrie pose un diagnostic clinique et propose des traitements adaptés, incluant souvent des médicaments comme les antidépresseurs, les anxiolytiques ou les neuroleptiques. Si la psychanalyse peut convenir aux personnes souhaitant entreprendre un travail introspectif sur elles-mêmes, la psychiatrie est essentielle dans la prise en charge des troubles plus sévères comme les troubles bipolaires ou la schizophrénie. La psychanalyse, les TCC, les neurosciences et la psychiatrie sont des approches complémentaires, chacune ayant ses forces et ses limites. La psychanalyse est introspective et approfondie mais longue et difficilement prouvée scientifiquement. Les TCC sont pragmatiques et validés scientifiquement, efficaces pour traiter rapidement certains troubles. Les neurosciences apportent une compréhension biologique et objective du fonctionnement du cerveau. Et enfin, la psychiatrie propose une approche médicale et médicamenteuse pour les troubles plus sévères. Ainsi, selon la problématique du patient, une approche peut être plus adaptée qu'une autre, voire combinée avec d'autres méthodes pour un accompagnement plus efficace. Les critiques et limites de la psychanalyse. L'une des principales critiques adressées à la psychanalyse concerne son manque de validation scientifique. Contrairement aux approches modernes comme les TCC que l'on a vus ou les neurosciences, qui s'appuient sur des études rigoureuses et des données empiriques, la psychanalyse repose sur des concepts théoriques difficilement vérifiables de manière expérimentale. Les notions fondamentales de la psychanalyse, comme l'inconscient freudien, le complexe d'Oedipe ou le transfert, sont basées sur des observations cliniques et des interprétations subjectives plutôt que sur des preuves mesurables. Existent-elles vraiment ? De plus, les méthodes psychanalytiques ne suivent pas toujours un protocole standardisé, ce qui rend complexe toute tentative de validation scientifique. De nombreuses études ont tenté d'évaluer l'efficacité de la psychanalyse, mais les résultats restent contrastés. Certaines recherches montrent que la psychanalyse peut être bénéfique pour certains patients engagés dans un traitement introspectif de longue durée. Cependant, d'autres études indiquent qu'elle est moins efficace que des approches plus structurées comme les TCC, notamment pour le traitement des troubles tels que la dépression, les troubles anxieux ou les phobies. Face à cette absence de validation empirique, la psychanalyse est souvent critiquée par son manque de crédibilité dans les domaines des sciences psychologiques et médicales. Malgré cela, elle conserve une place importante dans le champ de la psychothérapie, notamment auprès des patients recherchant une compréhension profonde de leur histoire personnelle et de leurs souffrances psychiques. L'un des reproches majeurs faits à la psychanalyse est la longueur de la thérapie et son coût élevé. Contrairement aux thérapies comportementales et cognitives, les TCC, qui sont généralement limitées à quelques mois, une psychanalyse peut durer plusieurs années, voire toute une vie. La personne qui s'est fait psychanalyser toute sa vie et la plus connue, c'est Woody Allen, qui a magnifiquement rejoué un petit peu l'Oedipe en épousant sa fille adoptive. Extraordinaire. Les séances, souvent hebdomadaires, impliquent un investissement financier important qui n'est pas toujours pris en charge par le système de santé. Donc il faut être suffisamment riche pour avoir des séances de psychanalyse. Cet aspect rend la psychanalyse moins accessible, notamment pour les personnes ayant des moyens limités ou nécessitant une prise en charge rapide et efficace. Si vous vous posez la question de pourquoi je vous ai fait cette vidéo, je vais vous répondre. La psychanalyse est aussi critiquée pour sa relative fermeture aux avancées des sciences cognitives et des neurosciences.
Alors que ces disciplines ont permis de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et les bases biologiques des troubles psychiques, la psychanalyse a souvent été perçue comme réfractaire à ces découvertes. Certains psychanalystes continuent de privilégier une approche exclusivement basée sur l'inconscient et les mécanismes psychiques internes au détriment des nouvelles connaissances en neurobiologie, en génétique ou en psychologie expérimentale. Cette résistance a contribué à son isolement progressif dans le paysage des sciences de la santé mentale. L'efficacité de la psychanalyse fait débat. Alors que certains patients témoignent d'un véritable mieux-être après plusieurs années d'analyse, d'autres estiment qu'elle n'apporte pas de solution concrète à leur souffrance. Plusieurs études ont montré que pour certains troubles, comme la dépression ou les troubles anxieux, les TCC offrent de meilleurs résultats en moins de temps. De plus, la psychanalyse repose largement sur des interprétations subjectives et ne propose pas de protocole standardisé, ce qui complique l'évaluation de son efficacité. Malgré ces critiques, la psychanalyse conserve une place dans le pays des thérapies psychologiques. Pour certaines personnes, elle reste une voie privilégiée pour explorer en profondeur leurs conflits intérieurs et comprendre les origines inconscientes de leur mal-être. Son avenir dépendra en grande partie de sa capacité à intégrer les avancées scientifiques et à s'adapter aux besoins des patients du XXIe siècle. Dites-vous qu'à fin 19e, début 20e, la psychanalyse est une révolution dans le domaine de la maladie mentale. Elle se voulait avoir réponse à tout. Mais attention, quand une approche thérapeutique vous dit qu'elle a la réponse à tout, ce n'est pas possible. Voici un exemple tout à fait à propos où la psychanalyse s'est complètement plantée et au lieu d'aider, a fait beaucoup de tort, surtout pour les mères ayant un enfant en situation d'autisme. Si vous avez entendu parler, le terme de mère frigidaire a été utilisé dans la psychanalyse pour décrire un type de mère jugée distante, froide et peu émotionnellement disponible pour son enfant. Ce concept a été popularisé dans les années 50, notamment par le psychanalyste René Spitz, qui a observé les effets de l'absence d'attachement et de chaleur maternelle sur le développement des enfants. Dans ce cadre, la mère frigidaire est vue comme une figure maternelle qui ne répond pas de manière adéquate aux besoins émotionnels de l'enfant, notamment en ce qui concerne la chaleur affective et l'attention. Dans les théories psychanalytiques, l'attachement maternel est crucial pour le développement psychologique de l'enfant et des figures maternelles peu réactives ou détachées peuvent entraîner des troubles émotionnels et psychologiques durables. La mère frigidaire, et donc pointée du doigt, est alors associée à des carences affectives qui peuvent influencer la construction de l'identité et des relations affectives de l'enfant à long terme. Le concept de la mère frigidaire a été largement critiqué. Certains estiment qu'il présente une vision trop simpliste et unilatérale de la dynamique familiale et qu'il pourrait stigmatiser les mères sans prendre en compte d'autres facteurs influençant le développement de l'enfant. De plus, la psychanalyse a été critiquée pour sa tendance à trop accorder de responsabilité à la mère, négligeant d'autres influences importantes sur le développement de l'enfant, tels que les facteurs sociaux, économiques et culturels. Certains experts modernes préfèrent parler de manque d'attachement plutôt que de stéréotypes sur les comportements maternels. Milieu du siècle dernier, c'était une avancée psychologique intéressante et majeure. Cependant, quand on s'est penché sur l'autisme et on a fait une avancée fulgurante sur ce trouble, qu'est-ce qu'a dit la psychanalyse en voyant des enfants totalement détachés socialement? Sur la mère, bien sûr, avec cette théorie de la mère frigidaire. Donc, on s'est retrouvé avec une quantité de mères ayant un enfant en situation d'autisme, pointé du doigt par le monde médical, et encore aujourd'hui, certains spécialistes, médecins qui sont d'orientation psychanalytique, pointent toujours du doigt les mères qui ont des enfants en situation d'autisme. Clairement, on a une psychanalyse qui se retrouve vieillissante, qui arrive sur un nouveau trouble, l'autisme, mais qui n'arrive pas à déterminer, ni à comprendre, ni à pouvoir trouver une solution thérapeutique. Eh bien, pour que la théorie psychanalytique continue à vivre, on va reporter le problème sur la mère. Nous avons un système autocentré sur lui. Voici une problématique majeure de la psychanalyse. Elle essaie d'avoir réponse sur tout, et son aveuglement est tellement important que les théories qui en découlent sont autocentrées, et elles sont soit inadmissibles ou soit hors de propos. Je prendrai ici les propos de Françoise Dolto, l'une des psychanalystes françaises les plus connues. Par exemple, sur la thématique de l'inceste. Je reprendrai ici les propos de Françoise Dolto, l'une des psychanalystes les plus connues en France. Dans l'inceste père-fille, la fille adore son père et est très contente de pouvoir narguer sa mère. Il n'y a pas de viol du tout, assène la pédiatre. Elles sont consentantes.
Elle ne l'a pas ressenti comme un viol. Elle a simplement compris que son père l'aimait et qu'il se consolait avec elle parce que sa femme ne voulait pas faire l'amour avec lui. Maintenant, concernant les violences sur enfants. Ne le cherches-tu pas? Ne veux-tu pas faire des histoires avec tes parents? Concernant les violences conjugales. On comprend qu'un homme marié a une telle femme qui attendait d'elle qu'elle fasse ce qu'elle avait à faire et vienne à lui taper dessus, en espérant la faire changer. Or, elle est incapable de changer. C'est une infirme, et il y en a d'autres dans son cas. Donc, finalement, Oedipe nous permet de dire que l'inceste, c'est à cause de la fille, qu'elle le cherche. Ensuite, les violences sur l'enfant, c'est l'enfant qui le cherche, c'est les parents qui ont raison, donc ils peuvent taper. Et les violences conjugales, c'est à cause de la femme parce qu'elle ne veut pas changer, donc on peut la taper. La psychanalyse face aux enjeux du XXIe siècle. Le XXIe siècle est marqué par une évolution des troubles psychiques, influencés par les transformations sociales, technologiques et économiques. Parmi les problématiques les plus répandues aujourd'hui, on retrouve le burn-out, l'anxiété généralisée et les addictions numériques qui reflètent les pressions du monde moderne et l'omniprésence des technologies. La psychanalyse peut-elle répondre efficacement à ces nouveaux défis? Son approche, centrée sur l'inconscient et l'exploration des conflits internes, peut aider certaines personnes à comprendre l'origine profonde de leur mal-être et à identifier les schémas inconscients qui les conduisent à ces troubles. Par exemple, dans les cas de burn-out, un traitement analytique peut permettre d'explorer les causes psychologiques sous-jacentes, comme une quête excessive de perfection ou un besoin inconscient de reconnaissance. Cependant, face à des troubles nécessitant une prise en charge rapide et ciblée, comme les crises d'angoisse aiguë ou la dépendance aux écrans, la psychanalyse peut montrer ses limites. Les approches plus récentes comme les TCC, d'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus, si vous voulez la voir, n'hésitez pas, ou les interventions basées sur les neurosciences, ils proposent des outils concrets pour gérer ces symptômes. Par exemple, les TCC permettent aux patients d'apprendre à modifier leurs pensées négatives et adopter des comportements plus adaptés, tandis que les neurosciences explorent les mécanismes biologiques à l'origine de ces troubles pour mieux les traiter. Est-ce que la psychanalyse pourrait s'adapter aux nouvelles générations? Les générations actuelles, marquées par un rythme de vie accéléré et un accès constant à l'information, ont des attentes très différentes en matière de prise en charge psychologique. Le besoin d'efficacité rapide et l'accès immédiat aux solutions sont devenus des priorités pour beaucoup, ce qui pose un défi à la psychanalyse, traditionnellement plus lente et introspective. Les jeunes générations, notamment la génération Z et les milléniaux, sont habitués à des formats courts, pratiques et souvent technologiques. Ils privilégient des approches thérapeutiques et même du coaching. Donc l'aspect longue durée de la psychanalyse, qui peut durer des semaines, semble incompatible avec le besoin de rapidité et de flexibilité d'aujourd'hui. De plus, les jeunes générations sont souvent plus focalisées sur l'efficacité des solutions proposées que sur la profondeur des explorations psychologiques. L'influence de la psychanalyse dans d'autres domaines, art, littérature, philosophie. La psychanalyse, bien qu'elle ait évolué principalement dans le domaine de la santé mentale, a également eu une influence marquante dans de nombreux autres domaines tels que l'art, la littérature et la philosophie. En explorant les profondeurs de l'inconscient humain, elle a ouvert des perspectives inédites pour comprendre les comportements, les désirs et les motivations sous-jacentes des individus. Cette approche a nourri une riche réflexion et une grande créativité dans des disciplines variées. Nous avons l'art. Dans le domaine artistique, la psychanalyse a profondément influencé des mouvements comme le surréalisme. Des artistes tels que Salvador Dali, Max Ernst et René Magritte ont utilisé les concepts psychanalytiques pour explorer et exprimer l'inconscient à travers leurs œuvres. L'idée de libérer l'art des contraintes rationnelles et de plonger dans l'imaginaire, les rêves et les désirs refoulés est directement inspirée des théories freudiennes et lacaniennes. Par exemple, Dali a souvent exploré l'influence de l'inconscient et des mécanismes de répression à travers ses œuvres oniriques, où le rêve et la réalité se mêlent. L'art contemporain, bien que plus diversifié et influencé par de nombreuses autres écoles de pensée, continue de s'inspirer par la psychanalyse pour analyser les relations entre le créateur et son œuvre, notamment dans l'étude des désirs inconscients et des symboles personnels. Nous avons également la littérature. La psychanalyse a également transformé la manière dont les écrivains abordent les personnages et les intrigues. Des auteurs comme Franz Kafka, James Joyce ou Virginia Woolf ont incorporé des thématiques psychanalytiques dans leurs récits. La notion de conflit interne, d'ambiguïté et des désirs refoulés trouve une place prépondérante dans la littérature du XXe siècle.
Dans le roman La Métamorphose de Kafka, par exemple, on peut interpréter la transformation du personnage principal, Gregor Samsa, en insecte géant comme une métaphore du reflet social et des conflits inconscients. Les concepts freudiens de répression, de sublimation et de transfert ont également influencé la construction des personnages dans la littérature moderne, offrant aux écrivains un outil pour plonger dans la psychologie des individus et rendre compte de leur complexité émotionnelle. La philosophie. Sur le plan philosophique, la psychanalyse a donné naissance à de nouvelles réflexions sur la subjectivité, la liberté et la vérité. Les philosophes comme Jacques Lacan ont intégré des concepts psychanalytiques dans leurs théories sur le langage et le sujet. Lacan en particulier a introduit la notion de stade du miroir, selon laquelle l'individu se constitue à travers le regard de l'autre, une idée qui a profondément influencé les débats philosophiques sur l'identité et la subjectivité. Les débats entre Freud et certains philosophes existentialistes, tels que Jean-Paul Sartre, ont ainsi soulevé des questions sur la liberté de l'individu et la nature de la conscience. Alors que Freud voyait l'inconscient comme une structure influençant profondément nos actions, Sartre défendait une vision plus radicale de la liberté individuelle. La psychanalyse a donc contribué à la redéfinition de la condition humaine dans le discours philosophique. Psychanalyse et alternative moderne. Nous allons voir les concepts que nous avons abordés mais plus en détail. Nous avons les thérapies comportementales et cognitives, les TCC. Les TCC sont parmi les alternatives les plus populaires à la psychanalyse. Elles se basent sur l'idée que nos pensées, nos émotions et nos comportements sont interconnectés et que nous pouvons modifier nos schémas de pensée pour améliorer notre bien-être. Contrairement à la psychanalyse, qui explore l'inconscient et le passé, les TCC se concentrent sur les symptômes présents et les pensées négatives qui alimentent ces symptômes. Elles sont particulièrement efficaces pour traiter l'anxiété, la dépression, les phobies, les troubles obsessionnels compulsifs, les TOC, et d'autres troubles psychologiques. Les TCC sont basés sur des preuves scientifiques et ont montré leur efficacité dans de nombreuses études cliniques. Elles sont également plus structurées et généralement d'une durée plus courte, souvent entre 10 et 20 séances. Les approches basées sur les neurosciences. Les approches basées sur les neurosciences se concentrent sur les mécanismes biologiques du cerveau et du système nerveux pour traiter les troubles mentaux. Ces approches reposent sur l'idée que les changements dans la structure ou le fonctionnement du cerveau peuvent influencer la façon dont nous pensons, ressentons et agissons. Par exemple, la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser et à former de nouvelles connexions, est un concept clé dans le traitement des troubles mentaux. Les interventions basées sur les neurosciences comprennent les techniques comme la stimulation cérébrale transcrânienne, la neurofeedback et les traitements médicamenteux qui modifient l'équilibre chimique du cerveau. Ces approches ont l'avantage d'être étayées par des recherches neuroscientifiques et sont souvent utilisées en complément d'autres thérapies, comme les TCC, pour obtenir de meilleurs résultats. Les thérapies brèves et coaching. Les thérapies brèves sont une autre alternative aux méthodes psychanalytiques. Elles se concentrent sur les objectifs scientifiques et visent des résultats rapides. Ces thérapies sont souvent concentrées sur le présent et sur des problèmes précis, tels que la gestion du stress, des phobies ou des difficultés relationnelles. Par exemple, la thérapie brève orientée solution met l'accent sur les recherches de solutions concrètes aux problèmes actuels du patient plutôt que sur l'analyse approfondie des causes profondes. Le coaching est également une approche de plus en plus populaire, particulièrement dans le cadre du développement personnel et de la gestion de carrière. Contrairement à la psychanalyse, qui explore l'inconscient, le coaching se concentre sur l'atteinte des objectifs concrets, souvent en améliorant la gestion du temps, la prise de décision et la motivation. Ces approches, bien qu'efficaces pour traiter certains problèmes, peuvent ne pas convenir à ceux qui cherchent une exploration plus profonde de leur psyché. Petit tour sur l'intelligence artificielle et les thérapies en ligne. L'intelligence artificielle, IA, et les thérapies en ligne présentent des avancées technologiques récentes qui ont transformé le domaine de la santé mentale. L'IA, à travers des chatbots et des applications de thérapie numérique, permet une approche accessible et immédiate pour ceux qui n'ont pas la possibilité de consulter un thérapeute en personne. Clairement, si les avancées de l'IA continuent, dans 5 ou 10 ans, nous aurons à chacun sur notre téléphone un thérapeute IA pour nous aider et coacher dans la vie. L'IA utilise des algorithmes pour aider les utilisateurs à identifier leurs schémas de pensée négatifs et à proposer des stratégies de gestion du stress, d'anxiété et de dépression. Exemple, une application Waybot qui utilise l'IA pour offrir une forme de thérapie cognitive comportementale. C'est un exemple de la manière dont l'IA peut compléter les approches traditionnelles.
Nous avons également les thérapies en ligne, telles que les thérapies par vidéo ou par messagerie, qui ont également gagné en popularité, offrant une alternative flexible et souvent plus abordable pour ceux qui cherchent à bénéficier d'un suivi psychologique. Elles ont l'avantage de permettre un accès facile à la thérapie, en particulier pour ceux qui vivent dans les zones géographiques isolées ou qui ont des contraintes de temps ou qui n'ont pas la possibilité de pouvoir se déplacer. Certains troubles, et ils sont nombreux, ne permettent pas de pouvoir aller voir un thérapeute. C'est compliqué psychologiquement. Cependant, bien que ces approches soient efficaces pour de nombreux patients, elles ne conviennent pas à tous, en particulier à ceux qui ont besoin d'une attention plus personnelle et qui font face à des problèmes complexes nécessitant une approche plus profonde et plus humaine. Alors, revenons à notre question. La psychanalyse a-t-elle encore une place aujourd'hui ? La psychanalyse n'a peut-être plus la place centrale qu'elle occupait autrefois dans le traitement des troubles psychologiques, mais elle conserve un rôle dans certains cercles thérapeutiques et intellectuels. Aujourd'hui, on a des thérapies bien plus efficaces et pratiques et qui ne sont pas réfractaires au changement. Avec les avancées en neurosciences et en psychologie, on comprend beaucoup mieux comment fonctionne notre cerveau. La psychanalyse, elle, reste figée dans des paradigmes du passé qui ne sont plus adaptés à notre époque. Si on veut vraiment avancer, il faut privilégier des approches modernes, pratiques et surtout efficaces, et non sur une méthode qui mise tout sur des interprétations subjectives et des séances interminables. Je réponds à la question de cette vidéo. Non, pas forcément la psychanalyse doit être interdite dans les pratiques quotidiennes, cependant elle doit rester dans les cabinets privés pour des personnes spécifiques, car il existe encore dans le monde médical et dans le monde social en France, des structures, des équipes, des accompagnants qui sont d'orientation psychanalytique et qui sont confrontés tous les jours à des enfants TSA, à des personnes 10, à des troubles qui dépassent totalement leur concept qui est la psychanalyse, et ça par contre cela devrait être interdit. On se retrouve avec des centres qui ne peuvent pas accompagner le TSA, qui pointent encore les mères de mères frigidaires, et qui ralentissent considérablement la prise en charge adaptée des usagers parce que leur concept n'est pas forcément erroné, mais ne correspond plus à nos prises en charge actuelles. Il y a personnellement une notion que je garderai et qui fait sens dans le climat actuel psychologique, ce sont les pervers narcissiques. Le concept de pervers narcissique est un terme couramment utilisé pour décrire une personnalité marquée par un narcissisme extrême, des comportements manipulateurs et une volonté de dominer les autres, mais il n'est pas un diagnostic officiel dans les manuels psychiatriques comme le DSM-5. Ce concept a émergé de la psychanalyse, en particulier à travers les travaux de Paul-Claude Racamier, un psychanalyste français qui a introduit cette notion dans les années 70. Le terme de pervers narcissique est souvent attribué à la psychanalyse, qui l'a utilisé pour décrire une forme de personnalité où l'individu combine des traits de narcissisme pathologique et de comportements de manipulation et de contrôle. Selon la psychanalyse, une personne perverse narcissique a une vision déformée de l'amour, de la relation à l'autre et de la place qu'elle occupe dans le monde. Elle utilise les autres pour satisfaire son propre besoin de validation tout en leur refusant une véritable reconnaissance. Voici les caractéristiques de la personnalité de type pervers narcissique. Nous avons un narcissisme excessif. Le pervers narcissique est obsédé par lui-même et cherche constamment à recevoir de l'admiration et de l'attention. Il se voit comme étant au-dessus des autres et a un besoin constant de se valoriser, souvent par l'humiliation ou l'exploitation des autres. Le deuxième point, c'est la manipulation. Ce type de personnalité est extrêmement manipulateur. Il utilise les autres pour atteindre ses propres objectifs, souvent sans considération pour leurs émotions ou leurs besoins. Le pervers narcissique peut se montrer charmant et séducteur pour séduire sa victime, puis la contrôler à travers la culpabilisation, les critiques ou l'isolement. Ou les trois en même temps, surtout les trois en même temps. Nous avons l'absence d'empathie. Les pervers narcissiques ont du mal à comprendre ou à ressentir l'empathie pour les autres. Ils peuvent sembler indifférents à la souffrance qu'ils causent, ce qui les rend particulièrement toxiques dans les relations personnelles ou professionnelles. Ils ont cependant une forme d'empathie. L'empathie, se mettre à la place de l'autre, car ils peuvent détecter facilement des victimes. Ils ont également une perception accrue pour trouver les failles des personnes qu'ils côtoient. Quatrième point, le déni des défauts personnels. Les PN, pervers narcissiques, refusent souvent de reconnaître ses défauts ou ses erreurs. Tout échec ou problème dans une relation ou dans son environnement est perçu comme étant la faute des autres. Cette attitude contribue à sa capacité à maintenir un contrôle sur son entourage en rejetant la responsabilité. Cinquième point, le besoin de pouvoir et de domination. Derrière une façade parfois charismatique,
Le PN cherche à imposer son pouvoir, sa volonté et sa domination sur les autres. Il se nourrit du contrôle qu'il exerce sur ceux qui l'entourent, utilisant la dévalorisation, l'humiliation ou la manipulation émotionnelle pour garder une emprise. Les relations avec les autres. Les pervers narcissiques peuvent entretenir des relations destructrices et déséquilibrées. Ils vont souvent utiliser leur pouvoir de manipulation pour exploiter les autres, et les victimes peuvent se retrouver prises dans un cycle de dépendance émotionnelle, de confusion et de souffrance psychologique. Ces relations sont souvent marquées par des moments de splendeur, où le pervers narcissique semble être charmant et attentionné, suivis de périodes de dévalorisation et de mépris. Je vous propose d'aller voir ma vidéo sur le cycle de la violence pour comprendre tout ça. Un truc que j'aime moins, c'est ça. Dans la perspective psychanalytique, la perversion narcissique résulte souvent de blessures profondes liées à l'enfance, notamment de carences affectives ou d'un manque de reconnaissance de la part des parents. Pour moi, c'est totalement faux. Ces individus développent alors une forme de mécanisme de défense où ils cherchent à compenser leur fragilité intérieure par une façade de puissance et de contrôle. Là-dessus, je ne suis pas d'accord du tout. Je pense qu'il y a un terrain tout à fait génétique. Il faut savoir aussi un trait de la perversion narcissique, ce sont des extrêmes menteurs. Ce sont des personnes qui ont le mensonge d'une facilité exemplaire. Pour s'apitoyer, ils vont pouvoir vous produire une enfance difficile, un père violent, une mère absente, alors qu'ils ont eu une enfance dorée. J'ai beaucoup d'exemples de personnes extrêmement narcissiques, pervers narcissiques peut-être, je ne sais pas, qui ont une enfance dorée, qui n'ont jamais eu de problème. Et donc c'est pour ça que je réfute un peu cette théorie. Bien que le concept de pervers narcissique a été largement adopté dans le langage courant, il a aussi été critiqué par certains psychologues et psychiatres. Il est parfois jugé trop flou et difficile à définir de manière rigoureuse. De plus, l'utilisation de ce terme dans des contextes non cliniques peut parfois mener à des malentendus ou à des jugements hâtifs sur des personnes qui n'ont pas forcément une personnalité pathologique, mais qui peuvent présenter des comportements égocentriques ou manipulateurs. En résumé, bien que le concept de PN soit largement utilisé dans le monde de la psychanalyse, il reste controversé et n'est pas universellement accepté comme un trouble officiel. Cela dit, il continue d'offrir une perspective sur certaines formes de comportements destructeurs dans les relations interpersonnelles. Pour ma part, je répondrai très franchement sur la question « Est-ce que la psychanalyse a sa place encore aujourd'hui ?» et nuancerai par ceci. Oui, elle peut être développée et dispensée dans des cabinets spécifiques pour une clientèle spécifique, et non, elle ne devrait pas être implémentée dans les parcours santé de chaque patient. Il y a encore des secteurs du social, du médico-social et des corps médicaux qui se centrent sur la psychanalyse dans leur approche avec leurs patients. Cela engendre inévitablement des retards de diagnostic et de bonne prise en charge, par exemple sur les TSA ou les TDAH ou les 10 ou les troubles anxieux. Imaginez-vous encore, dans certains services médicaux, la mère arrive avec son enfant TSA, le médecin la pointe du doigt en disant « c'est votre faute, vous êtes une mère frigidaire ». Je vous laisse faire votre propre avis, n'hésitez pas dans les commentaires, alors bien sûr avec bienveillance, à pouvoir partager votre ou vos opinions. Merci également de liker et de partager ma vidéo. Merci d'avoir été jusqu'à la fin de cette vidéo si vous me regardez maintenant. Portez-vous bien et moi je vous dis à très vite.